Bonjour, bienvenue dans l'Appétit du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler avec Lola, une psychologue. Bonjour, moi c'est Lola Ramadier. Je suis psychologue, clinicienne, sur Lyon. J'exerce en cabinet libéral, dans la ville de Lyon. Jeune, diplômée encore depuis 1 an. Et tu es spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire ou c'est toi ta démarche qui permet de... C'est ta propre démarche pour pouvoir plus te renseigner là-dedans ou est-ce que tu as fait une spécialisation dans ton parcours? J'ai, à la fin de mes études, travaillé dans une clinique qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc j'étais dans le service d'hospitalisation complète. Donc j'étais en fait à ce moment-là stagiaire, mais dans cette clinique, les stagiaires étaient en totale autonomie. Donc j'avais mes propres suivis de patientes, voilà. Du coup, donc c'est un stage que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup aidé en fait à finir un peu de mettre en place ma posture de psychologue, je pense. Je me suis assez bien trouvée en fait au niveau de ma pratique dans l'accompagnement de personnes souffrant de TCA. Et du coup, dans la continuité un peu de ça, vu que après je me suis, installée notamment en cabinet libéral, j'ai eu le souhait de pouvoir accompagner, des patients qui souffrent de TCA et en pouvant en fait leur proposer, des outils peut-être un petit peu plus spécialisés, adaptés du fait de ce que j'ai pu, déjà mettre en place à la clinique. Parce que c'est vrai que les TCA, c'est quand même une pathologie très spécifique. Tous les psychologues ne sont pas, spécialisés à travailler auprès de personnes qui souffrent de TCA. Donc voilà, j'ai un peu eu cette envie-là. Ok. Ouais, c'est très dur de trouver même des bons professionnels de santé qui sont juste un tout petit peu sensibilisés Mmh. là-dedans. Et il y a beaucoup de professionnels de santé, on rencontre pas mal de professionnels de santé qui disent des phrases qui sont maladroites et Ouais, qui peuvent être compliquées à entendre ouais, d'une personne qui souffre de TCA. ouais, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de travailler avec ces personnes qui ont cette souffrance-là? Là, ça va être le moment, honnête. Hem, En fait, c'est assez, enfin, c'est pas forcément étonnant, mais c'est vrai que dans la psychologie, on peut travailler avec, plein de populations différentes et il y a des populations avec lesquelles on est plus ou moins, à l'aise de travailler. Aussi parce que ça vient faire résonner un peu, des choses plus personnelles peut-être. Moi, par exemple, je sais que tout ce qui est, la personne âgée ou, le handicap, c'est des profils de personnes avec lesquels, je me sens pas forcément, apte, en fait, à travailler et donc parmi ces profils-là, tout ce qui était de la souffrance un peu plus, psychique et le travail en psychiatrie, me faisait un petit peu peur au tout début de mes Mhm. études. Et bon, plus j'ai avancé dans mes années d'études, plus j'ai commencé à mieux comprendre en fait ce qui pouvait se dérouler un peu chez des personnes qui souffrent de maladies psychiatriques. Et donc ça m'a menée à ce stage en fait auprès des personnes qui souffrent de TCA, qui est une maladie psychiatrique en fait, enfin psychique. Et en fait, je me suis plutôt bien, je me suis un peu, étonnée presque moi-même de me sentir, à l'aise et de sentir que je pouvais apporter en fait quelque chose à ces personnes, que j'arrivais à comprendre, ce qui pouvait un peu se passer pour elles. Alors je dis «elles», bien évidemment, il y a aussi beaucoup de garçons qui souffrent de TCA. Dans la clinique où j'ai travaillé, c'était unique des filles en fait qui étaient prises en charge, à la Ok. clinique. Donc quand je dis «elles», c'est parce que je fais référence au travail que j'ai effectué à la clinique. Je pense que ça m'a permis un peu une forme de confiance en moi. Voilà, je me suis plutôt sentie, à ma place, en fait, en tant que psychologue. Et cette envie-là de travailler avec les personnes qui souffrent de TCA, elle est venue tôt dans ton parcours ou ça s'est découvert plutôt au fur et à mesure? Ça s'est découvert plutôt au fur et à mesure. Au lycée, j'ai une amie à moi qui a souffert d'une lourde anorexie. J'étais Mhm. allée la voir, à la clinique, et du coup, ça avait été un peu la 1re fois où je m'étais, bah, en fait, j'avais un peu découvert que c'était une maladie, qu'on pouvait souffrir de comportements alimentaires. C'est vrai que jusque-là, j'avais pas forcément été entourée de personnes, qui pouvaient avoir, voilà, des difficultés à ce niveau-là. Et donc du coup, ça m'a un petit peu, bon dé enfin à l'époque, j'étais déjà assez, triste pour cette amie et puis, à la fois, ça m'a un peu, intriguée dans un sens, à vouloir comprendre, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que les repas, c'est quand même ce qui régit, nos journées. Donc Ouais. souffrir, heu
souffrir d'une maladie qui se rapporte à la nourriture, je me suis dit: «Bon, ça doit quand même être assez complexe ce qui se passe réellement dans le psychisme de ces personnes-là», qui d'ailleurs, doit aussi les dépasser, elles-mêmes. Et donc ensuite quand Ouais. je me suis, quand j'ai fait le choix de mon orientation d'études supérieures en psycho, c'était un petit peu dans un coin de ma tête et j'ai eu en fait, simplement, l'opportunité de ce stage à la clinique, Saint-Vincent-de-Paul à Lyon et ça m'a je pense que ça m'a un petit peu parlé. Ça en fait, ça s'est fait assez finement. Je me suis pas clairement dit: «Je veux faire un stage avec des personnes, qui souffrent de TCA». Mais quand, j'ai vu l'annonce, assez naturellement, ça m'a parlé en fait et j'ai postulé et puis ça s'est voilà, tout s'est enchaîné comme ça et puis je me suis vraiment sentie, à ma place en tout cas dans ce stage. Enfin, j'y ai trouvé une place qui m'a paru vraiment pertinente et qui m'a parlé, quoi. OK. Et est-ce qu'au début, tu avais une sorte de fascination pour les personnes qui souffraient de cette maladie-là? Enfin, je sais pas, enfin, le mot est peut-être mal choisi, mais moi, par exemple, bien avant d'être malade et voilà, j'avais une sorte de fascination et Mmh. d'incompréhension face à ces personnes Mmh. qui souffrent de cette maladie-là. Est-ce que ça marche aussi le même mécanisme dans le côté, aidant? Non, je dirais pas du tout fascination. Je dirais plutôt une forme de curiosité, mais dans le sens de vouloir comprendre vraiment ce qui se passe, en fait. Mais, pendant très longtemps, je dirais que j'ai été beaucoup dans l'ignorance de cette maladie, d'ailleurs comme beaucoup de personnes. Et c'est pour ça aussi que les personnes qui souffrent de TCA ont du mal aussi à se sentir vraiment accompagnées, de manière vraiment adaptée. Parce que, c'est une maladie qui reste, très oui, enfin, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette maladie et je pense que moi-même, j'ai été pendant longtemps dans l'incompréhension, voire même dans l'ignorance, en fait, que cette maladie existait, tout simplement. Et aujourd'hui, tu la comprends? Aujourd'hui, je pense que je la comprends, en tout cas plus qu'il y a quelques années, ça c'est sûr. Je comprends, les mécanismes, qui se mettent en place et qui font que la maladie apparaît et que la maladie, peut rester pendant plusieurs années. Écoute, dis-nous tout ça. Quels sont les mécanismes qui se mettent en place en faisant qui fait apparaître la maladie? Non, mais c'est vrai. Bon, alors c'est pas si, il y a pas une réponse si parfaite, on va dire. Mhm. Forcément, il y a plein de facteurs, qui sont, déjà en fonction de la personne. Chaque personne va vivre, dans un sens cette maladie, différemment. Ça va dépendre de l'importance aussi que cette maladie, quelle place elle a, dans la vie de la personne. Personnes qui souffrent, de TCA mais qui quelque part vivent avec, toute leur vie, sans que ce soit, considéré comme, vraiment, très grave, pour la santé. Il y a des personnes pour qui, ça perturbe le quotidien et où il y a des prises en charge beaucoup plus importantes, beaucoup plus spécialisées. Il y a des personnes qui, voilà, qui finissent en clinique. Bon, bref, tout ça, enfin et ça permet pas de dire qu'il y a un mécanisme qui se met en place, chez ces personnes-là. Il y a aussi qu'il y a plein de TCA différents. Donc là aussi, les mécanismes sont différents si on souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, enfin voilà. Il y a pas vraiment une réponse, unique. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui a pu être, montré et ce qui a pu être compris, c'est que la maladie, elle progresse et elle arrive en fonction d'éléments environnementaux, en fonction de l'environnement dans lequel on grandit, on évolue, en fonction de la personnalité, en fonction, de données aussi, généalogiques, biologiques et tout ça, c'est vraiment très personnel à chacun, en fait. Et est-ce qu'il y a un profil type d'une personne apte à tomber dans les troubles du comportement alimentaire? Moi, je dirais que non. On dit souvent, tu dirais que non? Parce qu'on voit souvent comme quoi les personnes qui sont dedans, c'est des personnes qui veulent le contrôle, qui Mmh. sont perfectionnistes, qui... Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que ce sont des clichés qui Mmh. sont véhiculés? Je pense pas qu'on naît avec le besoin de contrôler, ou, on ne naît pas avec le besoin avec, par exemple, un manque de confiance en soi. Ça, c'est des choses qui se construisent dans le temps, en fonction des expériences de vie qu'on a et c'est là où vraiment c'est en fonction de, voilà, de données environnementales, biologiques, personnelles,
Alors oui, il y a un profil un petit peu qui se dessine, c'est-à-dire que enfin pas un profil, c'est-à-dire qu'on constate que les personnes qui souffrent de TCA, il y a des thématiques un petit peu qui vont revenir. Donc ce qui est de la confiance en soi, du manque d'estime de soi, affirmation de soi, un besoin en effet de contrôler pour, chercher en fait la réassurance là où elle est pas forcément trouvée dans l'environnement, proche. Mais ça, c'est des choses qui se mettent Mmh. en place en fait, au fur et à mesure que la personne, évolue. Quels sont les signes d'une personne, les premiers signes d'une personne atteinte de troubles du comportement alimentaire? Est-ce qu'on peut le voir vraiment? Ou est-ce qu'on le voit que quand c'est grave? Alors ça, c'est compliqué. Des TCA peuvent ne pas se voir. Bon, les TCA, les troubles du comportement alimentaire qui se voient souvent le plus, c'est des personnes qui vont souffrir d'anorexie ou qui sont dans des formes de restriction, assez importantes, parce que physiquement, ça va se voir. Oui, mais même il y a des anorexiques où ça se voit pas. Oui, bah, là, ça dépend de l'importance, de la place que prend la maladie, en fait, dans le quotidien de la personne. Mhm. Sachant que c'est une maladie qui est très peu comprise, bon, par l'entourage, mais qui est même peu comprise dans un premier temps par la personne elle-même qui en souffre. La personne qui souffre de TCA a du mal pendant ce qu'on appelle aussi la phase de déni, hein, au début, du mal à comprendre que ses comportements ne sont pas forcément adaptés ou soignants pour son corps. Et du coup, en ça, il y a un peu des processus inconscients qui se mettent en place de masquer en fait ce qui est en train de se passer. Des personnes qui vont et c'est toute l'ambivalence de, à la fois sentir dans un sens que, le comportement n'est pas forcément, adapté et à la fois avoir du mal à mettre des mots dessus, avoir du mal à en parler, avoir du mal à se le dire aussi à soi-même et donc en effet, il y a des personnes qui vont, masquer ou qui vont enfin, voilà, se débrouiller pour que ça ne se voit pas. Mais comment est-ce que la phase de déni peut être aussi profonde pour des maladies qui impactent le quotidien? Mmh. Enfin, ma question peut paraître stupide parce que je l'ai vécu, cette phase de Ouais. déni, à manger autant que je consomme pour être à zéro à la fin de la Mmh. journée. Mais pourtant, j'étais sûre que c'était Ouais. normal et que on se ressent bien qu'il y a un problème, mais pourtant on se dit quand même que c'est Mmh. normal. Du coup, Mmh. comment cette phase de déni, elle s'incruste dans la tête et comment est-ce qu'on en Mmh. sort? Le déni, c'est vraiment une difficulté pour le psychisme d'avoir accès aux réelles souffrances. Donc en fait, il y a des pensées très rationnelles qui vont venir se mettre en place, qui vont venir rationaliser en disant: «Non mais c'est normal. Non, je ne suis pas malade». Moi, je vois beaucoup de mes pa de enfin, j'ai vu beaucoup de patients qui ont des comportements alimentaires, pas, gravissimes en soi, mais qui impactent quand même leur quotidien. Poser le terme trouble du comportement alimentaire ou même maladie, c'est presque impossible à entendre pour eux. Parce que non, ils ne sont pas malades. Il y a aussi cette chose qu'on me dit souvent, «Mais moi je veux pas être différent des autres. Moi je mange comme les autres. J'ai pas envie d'avoir un régime particulier, j'ai pas envie de faire attention à ce que je mets dans mon assiette, j'ai envie de manger sans me prendre la tête comme tout le monde, quoi». Ces pensées-là, elles viennent en fait faire barrage, quelque part, à ce qui se passe au niveau plus émotionnel et qui, est bloqué en fait quelque part. Il n'y a pas accès. Comme quoi, il y a vraiment deux entités. Il y a l'entité Mmh. rationnelle qui cache la souffrance émotionnelle, en fait. Ouais, qui vient un petit peu, mettre sous silence les souffrances. Ouais. Ouais, mais rationnellement, il y a un problème dans Mmh. l'alimentation. Donc, c'est compliqué que l'entité rationnelle ne se rende pas compte Oui. de... Oui, c'est toute la maladie de la problématique maladie, psychique, c'est que le Mhm. cerveau, est capable de mettre en place des processus qui sont, au-delà de notre contrôle, d'ailleurs, justement. Est-ce que c'est pour ça que quand on est dans le trouble, on a une sorte de deux voix Mmh. qui fait qu'on a une voix qui veut s'en Ouais. sortir et une voix Mmh. qui nous Ouais. rabaisse tout le temps? Ouais. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il y a leur voix à elles, enfin, à eux et la voix de la maladie et Mhm. et parfois pour les en quand on est en consultation, parfois, je les amène à faire la différenciation entre ces 2 voix.
Parce que ces 2 voix parfois elles viennent se mêler, puis la voix de la maladie peut prendre le dessus sur la voix, plus rationnelle. La voix de la maladie, là où elle est peut-être plus irrationnelle et donc vraiment de faire cette différenciation, en fait, entre les 2 pour essayer de faire barrage aux pensées malades. Mais c'est-à-dire que presque parfois, je les amène à visualiser un autre soi, une sorte de petit fantôme, assis à côté d'eux, qui en fait représente la maladie et d'essayer de vraiment faire la distinction entre qu'est-ce que la maladie est en train de dire et qu'est-ce que vous vous dites en votre fort intérieur. Ouais, c'est pas facile et quand on est, dans le quotidien, c'est presque impossible de se poser comme ça et de se dire: «Alors, c'est quelle voix qui vient de parler pour moi?» Mmh. Non, la voix de la maladie, elle prend toute la place et puis plus les troubles prennent de la place, plus la voix de la maladie prend de la place, Ouais, pour ouais. venir justifier, le comportement. Quand, l'annonce de la maladie se fait, Mmh, pour une personne qui est aidant, quelle est la meilleure façon de réagir pour pouvoir aider au mieux la personne qui ouais. souffre? Bon, la meilleure, manière de réagir déjà, c'est le non-jugement et la bienveillance et de pouvoir soutenir la personne. Encore une fois, c'est une maladie qui est très peu comprise et connue et qui Mmh. touche à donc la nourriture, donc quelque chose du quotidien. Il y a beaucoup de personnes dans l'entourage qui vont avoir des réactions, très, terre à terre, en fait, je dirais. En disant: «Bah, c'est facile, tu qu'à plus manger, et puis tu guériras». Non, L'être non. rationnel. C'est vraiment une maladie qui est psychique, c'est-à-dire que c'est pas une difficulté à s'alimenter en soi. La difficulté, elle se trouve ailleurs, mais la personne n'y a pas accès, donc elle se répercute dans la nourriture. Donc la meilleure manière de réagir, oui, moi je dirais que déjà, c'est de ne pas juger ce qui est en train de se comprendre. Parce que déjà, quand il y a l'annonce de la maladie, ça veut dire que, la personne qui en souffre est en train, d'une certaine façon, de sortir de son déni, ce qui est vraiment une, preuve qui n'est pas facile, et qui amène à devoir accepter aussi ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est vraiment pas facile, donc c'est important en fait d'être à l'écoute et de laisser la place à la personne qui est en souffrance d'exprimer ce qu'elle ressent et de pouvoir vraiment l'accueillir. Mmh. Alors, c'est pas facile, parce que l'entourage, peut avoir un peu peur, peut ne pas comprendre, peut avoir, des questions, de l'incompréhension qui va se traduire, on est tous humains, on a tous des émotions qui se traduisent de manière différente. Donc, voilà, tout ça, ça peut se traduire avec, de la tristesse, avec de l'énervement, avec de la frustration, avec de l'incompréhension. Mais c'est vraiment important pour l'entourage des personnes qui souffrent de TCA, d'accepter que c'est pas quelque chose qui va se résoudre, simplement et donc en ça, il va falloir prendre du temps. Mon père a compris que grâce au Mmh, podcast que c'était pas une maladie ouais. volontaire. Oui, ça c'est aussi Donc beaucoup quelque chose de il suffit de volonté, il suffit de ouais. manger, même moi dans le début quand j'ai voulu comprendre cette maladie, je me disais: «Mais voilà, c'est fou parce qu'on a en moyenne 3 repas par jour, quoi. Comment c'est possible, de souffrir à chacun de ces repas, quoi?» Et beaucoup de personnes très instinctivement réagissent un peu comme ça. «Bah, tu qu'à manger comme moi et puis ça ira». Non. C'est ça. Et le pire, c'est que je me suis vraiment rendu compte que la Oui, nourriture était extrêmement oui, sociale. C'est pour aller voir quelqu'un, on va te proposer d'aller boire un verre, de faire un resto, de sortir prendre une glace. Et en fait, à la fin, on ne voit plus personne et la personne ne comprend même pas pourquoi et ce qu'elle a fait de mal. Enfin, elle n'a pas vraiment fait quelque chose de mal, mais elle ne va pas comprendre pourquoi est-ce que on ne peut plus mmh mh. sortir dans ces conditions. Et oui, c'est vraiment les repas, c'est même au niveau familial, hein, c'est un moment de collectivité, de rassemblement, de partage, quoi. Donc c'est vrai que ça met en difficulté les comportements qui sont alimentaires. Du coup, on est obligé de pleurer devant toute la famille, c'est un enfer. Mais c'est vrai que c'est Ouais, compliqué, hein. Chaque grand événement est ouais, relié à un repas, que ça soit un mariage, mmh, un Noël, n'importe quelle autre fête, ouais, il y aura mmh. forcément un repas
conséquent, quoi. Ce qui vient encore plus marquer aussi l'incompréhension de certaines personnes, de se dire: «Mais Mmh. comment tu ne peux pas aimer manger? On fait ça tout le temps, toute notre vie, on va manger». Et puis Mmh. surtout, c'est le besoin primaire de ton corps. Comment tu ne peux pas, vouloir, donner ça à ton corps? Ouais. Ça, c'est vraiment les réactions les plus, enfin voilà, qui parlent de l'incompréhension du mécanisme qui est vraiment, beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que, toutes les personnes, je généralise un petit peu, mais la plupart des personnes anorexiques ont cet esprit de compétition de toujours faire plus? Toujours faire plus de sport, toujours faire plus, je sais pas, plus d'efforts pour, moins manger, ou pour des personnes qui souffrent de boulimie, se restreindre encore plus parce qu'elles Mmh. compensent, la veille. Est-ce qu'il y a toujours cet Mmh. effet de, on veut toujours plus? Ou est-ce que, c'est, quelque part cet effet-là est une partie de la maladie et ça va avec? Mmh. Alors je dirais pas qu'il y a toujours cet effet-là. Je pense surtout enfin, c'est important de pas résumer, la maladie avec cette «caractéristique» entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas réellement le besoin ou l'envie d'aller plus, c'est pas tant vouloir se prouver quelque chose, enfin, dans un sens si, mais en fait, ça vient naître ce mécanisme-là de vouloir un peu se prouver, aller au-delà, le dépassement de soi, ça se rattache aux problématiques sous-jacentes, aux difficultés sous-jacentes qui sont manque de confiance en soi, manque d'estime de soi et donc on cherche à exister par un moyen et ce moyen, il peut, pour certaines personnes qui souffrent de TCA, mais pas toutes, enfin je ne ferai pas de généralité, de manière générale, je ne ferai pas de généralité, il peut passer par chercher à, Oui, oui. une maigreur encore plus importante ou des crises de boulimie pour, se punir aussi. Il y a un peu ce mécanisme-là, Mmh. dans les crises, de venir se punir de quelque chose où on s'est senti insatisfait. Voilà, mais je dirais pas que il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans ce processus-là. Mmh. Il y a des personnes qui le sont très consciemment, qui peuvent même le nommer. Il y en a qui sont, mais D'accord. inconsciemment et qui, voilà, qui n'y ont pas encore accès. C'est vraiment, personnel, très individualiste. Dans le cliché général, une fille qui est anorexique, c'est parce qu'elle s'est fait violer. On est d'accord que c'est pas Faux, forcément vrai? très Ouais, faux. OK. Ce serait quand même, très réducteur et même, je trouve OK. assez grave, hein, de nommer les choses comme ça. Alors oui, beaucoup de personnes qui souffrent, de TCA, c'est une maladie qui vient porter atteinte au corps. De fait, il y a une, difficulté à s'aimer, à s'accepter, heu, aussi Mmh. physiquement parlant. Et il a en effet été constaté que cette difficulté à s'aimer, cette, difficulté à accepter son corps, peut découler de traumas, notamment sexuels, mais pas que. Donc non, Mmh. à ne pas réduire, de cette manière-là. OK. Moi, j'imagine ça comme quoi, en fait, dans la vie, on a tous vécu des trucs un peu Mmh. compliqués. Pour des personnes qui ont vécu la même chose, peut-être que la graine, Mmh. de la maladie va pousser et pour l'autre pas. Et en fait, c'est vraiment interne à la personne. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Par exemple, vraiment 2 personnes vont vivre un même trauma, Mmh mh. que ça soit, je sais pas moi, il y a une personne qui s'est fait battre pendant l'enfance, un truc horrible. Bah, pour une personne, peut-être que sa souffrance va s'exprimer par Ouais. le trouble du comportement alimentaire, mais peut-être que pour l'autre, ça va s'exprimer différemment et ça ne sera pas par les troubles du comportement alimentaire, mais pourtant, il y aura toujours cette même Mmh. souffrance à Oui, l'intérieur. oui, totalement et c'est pour ça que je disais que, les TCA, ça a vraiment des sources, des causes, aussi, biologiques, environnementales, enfin voilà, qu'il y a vraiment différentes causes, parce qu'en effet, une personne qui, par exemple, va vivre, je sais pas, un attentat, Mhm. et qui va être traumatisée de ça, certaines personnes vont être très résilientes et vont plutôt dépasser ce traumatisme, avec une forme de résilience et du coup, une certaine f enfin avec plus de facilité, enfin j'aime pas le mot facilité, mais
En tout cas, ça prendra peut-être moins d'importance dans son quotidien qu'une autre personne, qui serait vraiment, traumatisée, à vie et qui n'arriverait pas à aller au-delà de cet événement-là de sa vie. C'est un petit peu pareil pour, comme, il y a des personnes qui peuvent avoir subi des viols et qui ne souffrent pour autant pas de TCA. Oui. Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet du TCA avec une personne qui en souffre sans la heurter Mmh, ou tout en voulant l'accompagner au mieux? ouais. Bah, je dirais déjà, c'est important de pas, instaurer une forme de pression, être dans la demande qu'il y a un résultat. Parce que comme toute maladie, la réaction, ça peut être un peu d'attendre, bon, bah, dans 2 semaines, c'est bon, tu auras repris du poids. Bon, non. Et de mettre des sortes de deadlines comme ça, c'est pas du Mhm. tout aidant pour les personnes qui souffrent de TCA, qui sont elles-mêmes dans une forme de enfin, qui sont elles-mêmes dans du contrôle, et qui se mettent déjà elles-mêmes, leurs propres, échelles un peu de choses à atteindre ou à ne pas atteindre, enfin. Je dirais qu'en fait, toutes les réflexions qui viennent toucher aux symptômes, donc c'est-à-dire tout ce qui vient parler de la nourriture, tout ce qui vient parler du corps, et ben, c'est à prendre un petit peu avec, des pincettes. C'est des sujets qui ne sont pas agréables pour les personnes qui souffrent de TCA. En ça, c'est important d'être à l'écoute de ce qui est OK ou non pour la personne qui en souffre. De voir comment la personne qui Ok. en souffre a, elle, envie d'amener le sujet. Ou de voir comment la personne qui en souffre n'a pas envie que le sujet soit amené. Donc c'est vraiment être à l'écoute de la personne. Ouais. Tant qu'on n'est pas un professionnel de santé, c'est pas à la personne aidante Mm. de quelque part confronter Mm. Ouais, et ça, c'est très la important maladie. pour des parents ou pour des amis ou pour voilà, la famille proche, l'entourage proche, qui à l'annonce de la maladie, et ben, c'est vraiment important de les orienter rapidement vers des professionnels et que eux ne soient pas réticents à l'idée d'aller en parler à des professionnels. Et même d'en parler à des professionnels, pas, pas en présence de la personne qui souffre Mhm. de TCA. Pour qu'en fait chacun ait son espace, de pouvoir prendre les informations dont il a besoin et de pouvoir les comprendre. Quand les espaces sont pas séparés comme ça, enfin de cette manière-là, et que les espaces sont au même endroit, bah, le risque, c'est en effet d'aborder des discussions, pas de la bonne manière, pas avec les bons mots et qui vont venir heurter, la personne malade. Ouais, je comprends. C'est important qu'un parent sache face à la maladie. Enfin, sache, je sais pas, deux, trois Ouais. petites choses qui peuvent l'aider ou, Mmh. enfin, voilà. Enfin, par exemple, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est involontaire. Et Ouais. je sais pas si toi, tu as ces mêmes Mmh. exemples-là, de trucs qui est quand même important à Mmh. savoir dès qu'on a un enfant qui est malade. Ouais. Nous, les 1res choses qu'on dit aux parents, c'est vraiment d'insister sur le fait que c'est une maladie, que c'est pas, volontaire, en effet, c'est pas un choix, heu Mhm. et que c'est une maladie qui est psychique et que les personnes qui sont atteintes de cette maladie en sont victimes et ne Mhm. sont pas dans le voilà, encore une fois, dans le choix de tomber, malade. Je pense que c'est important de dire aussi à l'entourage que la guérison est possible. On entend souvent que c'est une maladie, qui se soignera jamais, qui est trop enfin voilà, qui est trop complexe. C'est important de pouvoir dire que on peut guérir de cette maladie. Ok, En revanche, ça va prendre du temps et ça, c'est important de le ok, dire aussi aux parents et qu'il va falloir de fait accepter que ça va prendre du temps, accepter d'être patient et que cette acceptation, elle est vraiment pas facile et que pour arriver à avoir acceptation, et bah, c'est important que les parents puissent être suivis aussi de leur côté. Dire aussi aux parents que l'accompagnement, médical et psychologique, il va vraiment être très important et très pertinent pour leur enfant et que les parents soient dans une démarche, en fait, d'accompagnement. Il y a souvent des parents qui, ont du mal à, bah, justement à accepter ce qui est en train de se passer et qui ne vont pas être prêts à entendre ce que les médecins vont pouvoir leur dire
et qui sont du coup dans une forme un peu de refus de ce que les médecins vont dire. Bon, bah, ça, c'est pas forcément, aidant pour les personnes qui souffrent de TCA, qui sont elles enfin, c'est des personnes qui sont elles-mêmes, dans les premiers temps, en difficulté pour accepter, qu'elles sont malades. Il y a des parents comme ça qui restent longtemps dans le déni? Hormis mon père. Oui, il y a beaucoup de parents qui restent longtemps dans le déni et il y a beaucoup de parents qui restent dans le déni, puis il y a beaucoup de parents qui sont plus dans le constat que quelque chose va pas bien, que quelque chose, va mal, mais pour qui c'est trop dur de se dire que voilà, que c'est une réelle, maladie. Et puis il y a aussi, une grande part de culpabilité qui est, exprimée ou non d'ailleurs, mais chez les parents, et qui est d'ailleurs aussi quelque chose qui est pas mal, amené, enfin qu'on peut entendre, c'est de la faute de la famille. C'est de la faute des parents. Non. La famille, elle est pas responsable de la maladie. Ça, c'est, quelque chose qui est important aussi à dire aux parents, je OK. trouve, et qu'au contraire, la famille et les parents, ils font partie de la solution. Donc c'est pas un problème, c'est la solution. C'est pas la solution unique, mais c'est la Non. solution dans le sens que des parents soutenants, bienveillants, voilà, qui vont aider à accompagner, qui vont accompagner leur enfant vers le soin, et cetera. Ça va s'intégrer dans le processus de guérison. Je trouve que c'est quand même important de préciser que aucun parent peut faire tout bien d'un coup Ah non, bien sûr. et que en fait c'est pas grave de pas faire Mmh, tout bien d'un mmh. coup. Est-ce que tu as des recommandations qui n'ont pas forcément à voir avec les troubles du comportement alimentaire? Un film que tu as aimé, une série, un Qui ont livre? pas forcément à voir avec les TCA? Pas forcément. Un truc que toi tu as apprécié et que tu veux faire partager, qui t'a fait du bien à un moment donné? Alors, j'étais dans les supports lecture, par rapport au TCA, donc je réfléchis à Vas-y, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais si tu as par exemple d'autres choses, OK. je sais pas, qui t'ont fait du bien, ben, c'est cool aussi. Hem, je pense, tout ce qui est relatif un peu enfin des livres, sur, l'estime de soi, sur la confiance en soi et cetera, c'est des choses qui peuvent être, assez pertinentes et qui peuvent aider. Plutôt des livres du coup de développement personnel? Oui, alors oui et non. Ouais, parce que je trouve Heu, que, enfin, de mon point de vue, par moment, j'ai l'impression que les ouais, livres de développement personnel font vachement non, culpabiliser. oui, et surtout, viennent, renforcer quelque part quelque chose aussi de Ouais, la maladie. Ouais, c'est ça. C'est ouais, de la performance. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Des fois, ouais, c'est très, très mal écrit et donc, du coup, l'essence du message est pas bien véhiculée ou mauvais. ouais. Des fois, tout simplement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et ça augmente une culpabilité. Et... Au niveau des contenus plus, visuels, Mhm, sur, Arte, il y a la série Dopamine. mhm. C'est des tout petits formats de moins de 10 minutes qui viennent un peu mettre en avant tous les processus, des réseaux sociaux qui nous embarquent, dans des choses dont on se rend même pas compte. Mais donc par exemple, il y a le dopamine sur Twitter, dopamine sur Instagram, sur Snapchat, enfin et ça vient mettre un peu en lumière, l'envers du décor des réseaux sociaux. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai que les réseaux, ça prend une place aussi assez importante, aussi dans la maladie, mais même dans notre vie quotidienne, même, chez les personnes qui ne souffrent pas de TCA. C'est voilà, les réseaux sociaux, ça régit quand même beaucoup de nos comportements, donc je trouve que ce format-là, il est pas mal. Après moi, j'avais vu le film, comme beaucoup, je pense, To the Bone avec Lily Collins. Voilà. Ouais, Bon ça peut être un film, mais du coup plus par rapport au un truc. TCA. Mais je Ouais. trouve que le film, il est bien. Il résume bien, en fait, Ouais. ce qu'une personne peut ressentir. Bon, malheureusement, des fois, il donne des tips, quoi, de comment. Enfin, Oui, moi après qui l'a encore vu une fois, du côté. c'est des supports, c'est aussi en fonction du stade, quelque part de la maladie. C'est ça. Il y a des supports qui peuvent être pertinents, à un certain moment, de la guérison et d'autres qui le sont moins quand on est vraiment dans une Mais, phase, mais- un peu très descendante, quoi. mais je pense que pour les personnes qui sont aidants, ça peut être très bien Ouais, à pour comprendre. la famille, oui.
pour se Ouais. représenter, en fait, un peu ce qui se joue dans la maladie. Autre, reportage, sur Arte aussi, c'est l'anorexie quand manger devient un problème. OK. C'est un petit documentaire, il y a chez la collection, Philophile de Gallimard Jeunesse, Mmh. il y a des petits recueils sur plein de sujets différents. Il y en a notamment un qui est intitulé «Qu'est-ce qui fait mon genre?» que j'ai trouvé assez, intéressant, que je conseille pas mal pour mes patients, qui sont en, fin d'adolescence, début de vie adulte. Mmh. C'est vraiment des petits formats avec des mots assez simples, qui se lisent très facilement, qui sont assez enfin très compréhensibles, mais qui donnent quelques outils pour prendre un peu de recul en fait sur soi-même, sur comment on se voit, sur comment on se définit, pas que physiquement, aussi au niveau du coup de notre, genre, donc de notre féminité, de notre masculinité, voilà. Celui-là, il est pas mal. Qu'est-ce qui fait mon genre? Il y a aussi, Mon corps est-il bien à moi? Dans cette même, collection. Je m'arrête là sur les supports. Et toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je vais voir une psy. Non, vraiment, bah, oui, je me fais, accompagner, bien évidemment. Parfois, je m'impose, ce qui n'est pas toujours, facile d'ailleurs, je m'impose d'éviter d'être dans la fuite et donc je m'impose, même 10 minutes de solitude dans ma chambre où je me dis: «OK, là, sur les derniers jours, qu'est-ce qui ne m'a pas forcément fait du bien, et pourquoi?» Et C'est j'essaye un horrible peu de faire de ça. ah bon? Ah ouais? Pourquoi? Bah, je sais pas, je le sentirais pas de faire ça, de me poser, OK. 10 minutes et de me dire, après c'est peut-être parce qu'en ce moment moi, ça va bof bof, Ouais. mais je trouve que c'est hyper dur de faire ça Mmh. Bah, et moi, ça je fais te fait ça du dans le bien? sens, bah, ça me fait du bien dans le sens que je me dis: «En fait, ce que tu as fait, c'est ce que tu pouvais faire et ça sert à rien de chercher ce que tu aurais pu faire autrement». OK, Et d'accepter, en fait, ce que j'ai pu mettre en place. D'accepter que si je l'ai fait comme ça à tel moment, c'est que c'est ce que je pouvais faire. OK, je comprends le sens. Et de se sen en fait, c'est vraiment la question de la c'est, en plus, c'est vraiment ça qui est pas mal dans mon quotidien en ce moment, mais la question de la légitimité. De se sentir légitime de faire ce qu'on décide de faire, de se sentir légitime de prendre telle décision, de se sentir légitime de faire les choix qu'on fait un peu au quotidien. Et je pense que cette question de légitimité, elle est dure à on y a difficilement accès à se sentir légitime, dans notre Ouais, quotidien. ouais, je suis d'accord et Voilà. ça se prête bien, je trouve, aux troubles du comportement alimentaire parce que Mmh. se dire qu'on est légitime à être malade, juste ça, c'est compliqué, quoi. Quel a été ton meilleur conseil et qui te l'a donné? Et bah, je pense que c'est peut-être en lien avec la légitimité justement. Mmh. Heu, hem et c'est en lien avec, mon métier, je pense, en tant que jeune psychologue, de se sentir légitime dans un cabinet, de recevoir, des personnes qui viennent déposer, plein de difficultés, de problématiques du quotidien différentes et de se sentir légitime de pouvoir, leur en renvoyer quelque chose qui va les aider. Et c'est vrai quand j'ai commencé à travailler au cabinet, c'était un peu compliqué de sentir légitime d'être, là, en tant que psychologue, assise, face à toutes ces personnes, qui venaient me voir, au cabinet. Et donc je dirais que c'est mon entourage qui m'a dit que si j'en étais là aujourd'hui, c'était pour les bonnes raisons. Il fallait que je sois légitime d'être, assise à cette chaise dans mon bureau et à recevoir toutes ces personnes. C'est mignon. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire? Quelque chose que tu veux rajouter? Et bah, déjà, merci pour, cet échange et pour la proposition enfin, je pense que oui, le mot de la fin, ce serait de dire que les TCA, c'est pas un tabou, ça ne doit pas être un tabou et que c'est vraiment important de libérer la parole, sur cette souffrance-là.
et qu'il est même, très important de libérer la parole sur cette souffrance-là et qu'il faut pas hésiter, il ne faut pas être honteux d'en parler et ça autant, pour les personnes qui en souffrent que pour l'entourage et que, il y aura toujours, voilà, une écoute pour, sans jugement encore une fois, pour comprendre ce que ça fait vivre et pour essayer de donner un peu des petits outils. Merci Lola. Merci à toi. C'était l'appétit du cœur. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Sab69. Et on vous laisse vous mettre des petits commentaires et nous suivre. Vous avez tous les autres épisodes à votre disposition. Merci.